Bonjour, Frédéric Durand-Salmon, je suis président fondateur de la société BePatient. Donc je suis invité ici par Marion Leboyer, la Fondation Fondamentale, pour évoquer les opportunités offertes par le digital, la transformation digitale dans la refonte possible du parcours de soins, et plus particulièrement ici dans le domaine de la psychiatrie. Le digital pour nous c'est surtout l'opportunité de tester une façon de faire autrement et d'humaniser plus le soin. Donc je reprends ce que vous avez dit avant, peut-être en tout cas d'aller vers une médecine dite plus personnalisée, plus adaptée à l'individu et dans un contexte aussi plus holistique, plus global, qui ne ramène pas qu'au médical mais qui peut rapprocher aussi à l'environnement et au social. Voilà, donc merci de l'opportunité offerte par Madame Leboyer et par votre fondation de vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Alors c'est vrai que je ne suis pas du tout un spécialiste de la psychiatrie et des champs thérapeutiques que vous couvrez. L'idée c'était de vous dire globalement ce que l'on fait et puis surtout de vous donner des exemples de ce que l'on fait par ailleurs sur, vous allez voir, de la prévention primaire, mais pas dans votre sujet, de ce qu'on fait autour du parcours hôpital-ville, ce qu'on appelle le péri-hospitalier, ce qu'on peut faire sur le patient avant qu'il passe à l'hôpital et comment on peut l'accompagner après, et puis surtout les grands enjeux de la maladie chronique et du fait que la population vieillit et qu'on lui détecte plus de maladies chroniques. Voilà. Alors donc nous sommes une entreprise dite de e-santé, je dirais de transformation digitale. On a une vocation de se centrer sur le patient. Alors c'est une mode, chez nous c'est pas qu'une mode, c'est intellectuel et c'est structurel, c'est penser que justement le patient au cœur du dispositif, le patient tout seul ou le patient avec sa famille, ses aidants proches ou professionnels, on va pouvoir lui donner, parce qu'il a maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a encore même 8 ans quand j'ai créé l'entreprise, plus de smartphones, plus de connectivité, la capacité d'avoir ce qu'on appelle un compagnon digital. Enfin, il y a plusieurs termes qui ont été utilisés, qui vont l'accompagner dans son épisode de santé, qui est soit accidentel, soit chronique. Aujourd'hui, on va... Donc le terme qui est plutôt utilisé par l'industrie de value-based care, c'est essayer de créer de la valeur à tout ça. Donc d'abord de la valeur pour les patients, ensuite de la valeur pour les soignants, les professionnels de santé, et puis enfin surtout de la valeur pour les chercheurs, les évaluateurs, parce qu'il y a une énorme richesse qui est susceptible de faire avancer les choses tant sur les points cliniques que sur les points, je dirais, médico-économiques ou éthiques, qui est en effet un sujet hyper important dans notre domaine. Donc ça va faire 8 ans que j'ai créé cette entreprise. Aujourd'hui, on est basé à Paris et on a un bureau à Sydney, en Australie. On est une quarantaine de personnes avec une équipe assez polyvalente. On est plutôt issus du monde de la santé, donc on a des professionnels de santé chez nous, des médecins, pharmaciens, infirmières, biologistes. On a évidemment plus de développeurs et puis des gens qui sont capables de faire le pont entre justement votre monde, le monde des soignants, et puis le monde de la réalité industrielle, dans ce qu'on pourrait appeler une nouvelle filière industrielle. Et c'était la fin de votre présentation qui amène des points très importants maintenant, notamment sur tout ce qui est un peu sombre pour tout le monde, qui s'appelle la qualité, le réglementaire. Mais le réglementaire est en train d'imposer à ce nouveau secteur des règles qui sont assez lourdes et qui nécessitent justement de ne pas n'être qu'un éditeur qui a envie de faire une petite app, mais d'être vraiment un industriel qui répond à ce qu'on a de plus en plus tendance à appeler un nouveau dispositif médical. Donc, puisque c'est un dispositif médical, on va devoir rentrer dans des niveaux de certification comme ce qu'on connaît sur les dispositifs médicaux par ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a surtout pensé que les problématiques des différentes pathologies, on allait peut-être pouvoir les modéliser et donc on a fait ce qu'on peut appeler une plateforme globale qui est modulaire, qui comprend donc des champs fonctionnels qu'on a tendance à apprécier le fait qu'on les retrouve dans les différentes thérapies. On va donc juste, quand on rentre dans un nouveau, on dit scénario d'usage,
plutôt paramétrer notre outil plutôt que de redévelopper à chaque fois la même chose. Donc ça permet évidemment de mutualiser les développements, mutualiser les expériences, parce que on retrouve quasiment toujours les mêmes problématiques qui vont de la sélection du bon patient pour le bon programme, ce qu'on peut appeler le screening ici. Donc c'est identifier un patient, aller l'identifier dans la population ou aller l'identifier déjà dans des services médicaux. Alors comment on l'identifie? On l'identifie avec des questionnaires et le plus possible maintenant on essaye de tester ce qu'on appelle des scores, des algorithmes. On n'est pas à l'intelligence artificielle, mais on est en train de mettre en place le fait qu'avec des formules mathématiques qui ont été elles-mêmes validées par des médecins, des sociétés savantes, on peut quand même commencer déjà à avoir des marqueurs qui permettent de stratifier les populations. Donc de commencer à avoir une possibilité de les orienter vers tel ou tel type de programme, donc d'accompagnement. C'est une première sélection. Donc on intègre des scores qui viennent soit des promoteurs des projets, vous allez le voir, qui nous soumettent leur dispositif, soit de sociétés savantes ou d'organismes de recherche. L'intérêt qu'on a souligné sur des organismes et des organisations comme la vôtre qui possèdent beaucoup de data, c'est aussi de pouvoir en inventer des nouveaux scores, de les mettre en place et de les valider en ce qu'on appelle la vie réelle. Voilà, donc on est en train de s'orienter vers ce genre de choses. Alors après, on va retrouver évidemment ce que vous évoquiez précédemment, c'est-à-dire c'est des formulaires, des workflows qu'on peut utiliser soit sur un ordinateur, soit évidemment sur une tablette ou via une app sur un téléphone mobile. Et on va essayer d'avoir plusieurs portes d'entrée pour le patient. Alors certains programmes n'en ont qu'une et d'autres en ont plusieurs. Pourquoi plusieurs portes d'entrée? C'est pour reprendre là aussi un sujet évoqué précédemment, c'est créer de l'adhérence avec un programme. C'est faire qu'on puisse garder le patient adhérent au dispositif, qu'on le garde, qu'il continue de l'avoir, je dirais, sur la première page de son téléphone, qu'il ne l'oublie pas. Donc on a la possibilité de lui donner des choses en échange, je dirais, du fait que lui va pouvoir vous donner des datas. Donc il est évident que l'éducation thérapeutique, c'est souvent impactant. Donc on intègre des supports d'éducation, ce qu'on appelle du e-learning. On peut appeler de la gamification dans pas mal de cas. Donc en effet, peut être des choses plus ou moins ludiques et qui amènent aussi de la motivation. Vous allez le voir à travers certains projets. Ce qu'on appelle réseau social, c'est plutôt essayer de créer des groupes de type LinkedIn, qu'on utilise nous dans le professionnel, mais de créer des sortes de mini LinkedIn sur des programmes pour permettre du partage d'expériences. Là, on retrouve avec l'éducation thérapeutique le rôle de ce qu'on peut appeler les patients experts, c'est les patients qui ont eu une formation à l'éducation thérapeutique, qui peuvent être des pairs pour les autres patients. Tout ça dans un contexte qui doit être évidemment très modéré, très contrôlé par le sponsor, pour éviter les dérives. Mais en tout cas, c'est un modèle qu'on teste sur certaines maladies et on a quelques succès. C'est un modèle organisationnel qui est assez nouveau. Tout ça nous amène très souvent dans le champ de ce qu'on appelle la télémédecine. Donc on est dans la télésurveillance. Vous verrez, on a pas mal de programmes de télésurveillance, qui peuvent amener à de la téléconsultation, de la téléexpertise, mais on est vraiment dans le suivi connecté du patient. Donc la prévention dite secondaire, puisque ce qu'on va essayer d'éviter, c'est des complications, des réhospitalisations. Je pense que c'est quelque chose qui est aussi très intéressant dans votre discipline. Tout ça nous amène à faire de l'innovation dite organisationnelle. On est dans la coordination de soins. C'est un point important parce qu'il est impactant dans les organisations des structures soignantes, des hôpitaux. Et c'est tout ce qu'on commence à voir arriver avec le fait qu'il y a des changements de métier, notamment avec des infirmiers qui deviennent des coordinateurs de soins, c'est-à-dire qui sont derrière des plateformes de télésurveillance pour à la fois observer des niveaux d'alerte, des tendances qui sont entre guillemets programmées ou qui sont étudiées, qui sont en tout cas rendues disponibles à travers des plateformes, mais aussi pour pouvoir faire du motivationnel, on peut appeler du e-coaching, du e-engagement, voilà. Donc on a des infirmiers comme ça, vous le verrez à travers certains programmes de télésuivi, qui sont derrière une sorte de tour de contrôle,
hein, comme une sorte d'unité de soins intensifs virtuelle, sauf que les patients ne sont pas dans les salles d'à côté, ils sont à domicile et ils vont pouvoir comme ça les contrôler, le mot est pas terrible, mais les suivre, les surveiller, les motiver à distance. Voilà. Et puis, ce qui est très original chez nous, c'est qu'on a une culture qui vient plutôt de la recherche clinique. Moi, j'ai dirigé une société qui faisait plutôt des logiciels en recherche clinique pendant 15 ans auparavant. Et donc, l'intérêt, c'est que je dirais qu'on nourrit le patient avec un compagnon qui est censé l'aider. On aide les professionnels de santé à s'organiser peut-être autrement et avoir des outils pour gérer les patients à distance. Et tant qu'à faire, on peut au passage en vie réelle créer ce que vous appeliez en effet des e-cohortes, collecter des data vie réelle qui sont aujourd'hui certainement les choses les plus intéressantes et innovantes dans le secteur de la recherche clinique. Voilà, donc ça on essaie de le couvrir, nous, ce qu'on appelle dans le continuum de soins. Alors c'est vrai qu'on a des expériences qui sont diverses, qu'on a essayé de classifier entre la prévention, alors là plutôt primaire, donc ce qu'on appelle le screening et la sensibilisation. Donc on est des dépisteurs, entre guillemets, des déclencheurs de quelque chose. Ça, on l'opère aujourd'hui en entreprise. On fait beaucoup de screening des risques cardio-métaboliques. Et aujourd'hui, ce sont les salariés, dans certains cas la médecine du travail des grosses entreprises, qui utilisent notre plateforme pour dépister et surtout sensibiliser à un changement de comportement. Donc on dépiste des hauts risques cardio-métaboliques, mais aussi on va aussi sensibiliser à du changement de comportement, je dirais, moyen. On commence à étendre ce risque cardio-métabolique. On fait bientôt une campagne en santé publique dans des grandes villes européennes fin octobre, où là on va faire en plus un score de risque de l'ostéoporose. Et donc après, évidemment, on est en contact avec différentes possibilités. La seule limitation, c'est le temps. C'est que nous, ça dure 15 minutes, c'est assisté par une infirmière, et donc on est assez limité dans les questions qu'on va poser aux participants, donc aux salariés ou aux citoyens qui utilisent notre système sur la place du village. Voilà. Donc c'est intéressant parce que j'ai bien écouté ce qui possible de faire dans vos disciplines sur le screening, si tant est que des scores soient disponibles, des marqueurs, des échelles et potentiellement des outils connectés, puisque pour faire ces scores, dans certains cas, on utilise aussi des outils connectés. Je vous en montrerai quelques-uns ensuite. Alors, on a beaucoup de projets avec des hôpitaux, donc sur ce qu'on appelle le péri-hospitalier, donc le pré- et post-accompagnement, qui intervient soit sur du soin aigu, soit du déclenchement de maladies chroniques. Et là, on passe au bloc suivant, où on a évidemment le plus gros travail actuel, c'est engager les patients dans la gestion de leurs maladies chroniques. Là aussi, vous allez retrouver des exemples ensuite. Et puis donc rendre le patient le plus acteur possible de la recherche clinique avec le suivi longitudinal. Alors aujourd'hui, là je vous parle en tant qu'industriel, on a des clients, on n'est pas que sur des attentes de grantes, on a des clients et en fonction des modèles, enfin des projets qui sont mis en place par nos clients ou nos sponsors en tout cas, on a évidemment de plus en plus d'industriels du monde de la pharmacie, du dispositif médical, des biotech, maintenant de l'agroalimentaire, de la cosméto qui commence à arriver, pour mettre en place des programmes sur mesure qui vont amener un service, je dirais en parallèle ou autour de leurs médicaments, leurs dispositifs médicaux. Et la vocation, c'est un peu d'anticipation, notamment sur le remboursement de leurs produits, c'est avoir la capacité, en plus de leurs produits, d'avoir un outil qui démontre qu'ils vont optimiser, mais si tant est que ça soit évalué, donc il y a des études au passage, l'amélioration de la qualité de vie, l'amélioration de l'adhérence au traitement, la diminution des complications, la diminution des périodes d'hospitalisation, voilà. Donc les industriels nous commandent des programmes sur mesure. Ensuite, les hôpitaux les grands hôpitaux commencent à nous commander des plateformes sur mesure pour faire de la télésurveillance, pour faire de l'accompagnement clinique, parce qu'ils commencent à se poser la question de justement des services qu'ils peuvent proposer avant et après le séjour à l'hôpital. Alors des associations de patients,
On a quelques-unes en France, on commence à en avoir ailleurs, évidemment, parce qu'elles ont plus ou moins d'impact et plus ou moins de moyens au passage. Associations de patients ou fondations, des instituts de recherche et puis des payeurs. Donc vous verrez dans certains cas, on commence à avoir un remboursement depuis cette semaine de la sécurité sociale via la télémédecine, mais on a aussi des relations en France avec des assureurs privés, avec des mutuelles qui regardent aussi tout ça de très près. Voilà. Alors tout ça, ça rentre dans un nom, il y a toujours des noms comme ça qui sortent, qu'on appelle, enfin que vous devez connaître, qui s'appelle Digital Therapeutics, parce qu'il commence à y avoir des études, notamment certaines dans votre domaine, qui sortent et qui reprennent. Les slides seront disponibles, donc voilà, c'est une définition de Digital Therapeutics. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les champs qui sont évoqués dans ces définitions, on retrouve pas mal de choses qui sont évidemment impliquées dans vos disciplines. Donc maintenant, je vais passer de manière non exhaustive à certains exemples qui peut-être vous parleront et par analogie pourront vous donner des idées. En tout cas, c'était l'objectif. Donc une première qui est autour de la douleur chronique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a un partenariat avec une fondation qui s'appelle l'Institut Analgesia, que certains connaissent peut-être, qui est à Clermont-Ferrand, et qui regroupe un certain nombre de centres antidouleurs en France. Et ensemble, on a co-construit une plateforme de prise en charge de la douleur chronique. Donc évidemment c'est global, hein. C'est surtout toutes les affections. Et vous voyez, on a une roadmap, on a commencé en 2017 avec un petit pilote, puis on est en train de continuer à améliorer la solution et de commencer à aborder les études d'impact et la création d'une e-cohorte avec, je crois, une dizaine ou une douzaine de CHU français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toujours le patient, le médecin, le chercheur, et que dans cette triangulation, BePatient vient apporter des outils qui vont permettre la chaîne qui est toujours classique, les transférer de données en vie réelle, accéder à un carnet de suivi Enfin, on retrouve des modules qui là étaient adaptés à la gestion de la douleur et qui vont permettre évidemment surtout aux chercheurs de récupérer, évidemment avec le e-consentement du patient, tout ça étant surveillé par des accords de la CNIL, le RGPD, et l'hébergement de santé sécurisé en France de l'ASIP. Voilà, donc je vais passer rapidement parce que j'ai beaucoup de choses et j'ai beaucoup de modèles, mais là, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il a fallu prendre du temps avec justement toutes les équipes, et dans cette équipe, il y a évidemment des médecins, des épidémiologues, des spécialistes de recherche clinique et qui font des protocoles. Donc c'est vraiment une équipe qui a créé un peu en design thinking aussi le scénario d'usage, donc le workflow qui définit clairement avant la première visite, à la première visite et ensuite aux différentes étapes, ce qu'on allait faire, est-ce qu'on allait utiliser ou pas des outils connectés. Là, en l'occurrence, il y a l'intégration d'actimètres, parce que l'impact de l'actimétrie est important. Je sais que c'est le cas aussi chez vous. Et puis c'est des auto-évaluations avec des outils plus ou moins simples pour le patient sur son smartphone. Et puis, c'est le recueil automatique de paramètres qui sont donc issus des outils connectés, mais aussi issus du recueil quotidien du patient. Voilà, avec des outils également tests hebdomadaires d'auto-évaluation. Donc, c'est assez complet, des tests mensuels d'auto-évaluation. Et ensuite, il y a des visites présentielles qui permettent de recorréler ce qui s'est passé entre les visites. Voilà, donc ça vous donne un exemple. Donc, il y a tout un workflow et qui est en train de se mettre en place. Donc pareil, avec une méthodologie qui est plutôt issue de la recherche clinique, donc un pilote, un petit groupe de patients, et puis après on continue de l'étendre. Voilà. Alors en cardiologie, on a pas mal de projets. Alors il est évident que ça se prête bien, les outils connectés sont assez adaptés au cardiovasculaire. Et en cardiologie, on est parti, surtout on a un gros programme qui est sur l'insuffisance cardiaque.
Donc c'est un programme qu'on a déjà déployé dans un hôpital aux États-Unis, en Californie, et puis on commence à le déployer en Europe, mais on a surtout obtenu, dans le cadre du dispositif de la DGOS qui s'appelle ETAP, qui est une expérimentation sur la télémédecine, un remboursement donc, qui est actif. Donc on a obtenu les clés de remboursement. Ça veut dire qu'un cardiologue qui utilise, alors on n'est pas les seuls à avoir ça, hein, il y a d'autres entreprises dont Air Liquide qui est une grosse entreprise qui s'est mise sur le créneau, mais enfin on est encore pas nombreux parce que c'est assez complexe, ça nécessite évidemment une labellisation assez complexe de la DGOS et de la Sécu pour avoir le droit de prendre en charge les malades comme ça. Le patient est recruté par son médecin cardiologue en fonction de critères d'éligibilité très précis qui sont testés dans le formulaire d'éligibilité qui est dans notre outil. Le patient, on peut lui proposer un télésuivi, c'est-à-dire qu'il repart avec une tablette, avec notre app à l'intérieur et avec une balance connectée. Et tous les jours, puisque le poids est un des marqueurs simples mais intéressants pour la détection des complications, des décompensations cardiaques, le patient va se peser tous les jours avec sa balance connectée. Donc le poids va être récupéré théoriquement de manière fiable et on va poser des questions tous les jours sur les symptômes au patient. On va essayer de le faire de manière assez ludique et au passage de lui en apprendre plus sur sa maladie et donc de permettre à l'équipe médicale, qui là est payée aussi, l'équipe de l'hôpital, à travers la mise en place d'une équipe de coordination et d'accompagnement thérapeutique, de pouvoir accompagner les patients, pas que pour gérer les alertes, mais aussi pour les motiver et les éduquer et les surveiller à distance. Voilà. Donc on est sur l'éducation, le suivi. L'éducation, au passage, on fait du multimédia, hein, donc on met des films, des fiches, des diagrammes, des schémas animés. On est sur la motivation, c'est-à-dire que évidemment on met des médailles, on met des badges, on motive, on fait des jeux, dans certains cas d'autres programmes que ça, on peut faire des jeux intergroupes, c'est-à-dire qu'il y a des groupes et puis des classes entre guillemets, et puis ils font des compétitions pour gagner des points entre eux. Voilà, donc tous les scénarios sont possibles. Nous on paramètre notre outil pour le tester. Après, il faut le tester et puis il faut que ça marche. Hein. Donc après, il faut l'évaluer. Voilà. Donc dans le suivi, on intègre comme ça dans une app le suivi de la pression artérielle, de certains symptômes, qui est la dyspnée, enfin des choses qui sont complètement requises par à la fois les instances internationales sur le suivi de l'insuffisance cardiaque. On a le patient a le suivi de son poids, de son BMI et autres, mais évidemment la structure de coordination, son cardiologue s'il le souhaite, y a accès en temps réel aussi. Et on va comme ça générer pour lui une sorte de météo du jour qui va lui permettre de savoir à peu près où il en est. Et si, évidemment, puisque c'est de la télémédecine, donc c'est agréé par l'ARS et par la DGOS, on va pouvoir là par contre recommander une prise en charge. C'est-à-dire qui va de l'urgence jusqu'au fait que ce serait bien de faire attention, de manger un peu moins de sel. Et si on doit manger un peu moins de sel, on va recevoir un petit programme de nutrition sur où il y a du sel dans les aliments. Voilà, donc là on rematch sur... on a un système de messagerie sécurisé qui est mis en place entre les patients et avec les structures de coordination. Et puis donc pour l'adhérence, on a là encore l'adhérence thérapeutique et l'adhérence au dispositif, des moyens qu'on teste dans les différents programmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on mutualise les expériences dans les différents sujets. C'est vrai que c'est aussi intéressant, et ça pourrait faire l'objet d'études, de comprendre aussi l'impact. On parlait de la précarité, on peut parler évidemment de l'âge, mais l'insuffisance cardiaque, c'est l'âge moyen, c'est 76 ans. Donc on est en l'occurrence, par exemple, là, on est depuis cette slide complètement en train de revoir ça, parce que c'est écrit trop petit. Donc les patients qui ont commencé à tester nous ont demandé des boutons beaucoup plus gros. Alors les aidants, les enfants, les petits-enfants sont de plus en plus utiles dans le déploiement de ces solutions. C'est assez intéressant, ça fait du lien intergénérationnel grâce au numérique. Mais c'est sûr qu'on va de plus en plus vers de la simplification, des choses plus grosses, notamment pour les seniors, et en maladie chronique, on a pas mal de seniors. Mais ce qui n'est pas le cas dans d'autres champs thérapeutiques que vous verrez. Donc on essaye aussi de voir l'attitude, la motivation.
Bon, alors la plateforme professionnelle, elle est un peu plus austère, hein, c'est une plateforme de coordination qui va permettre comme ça de suivre, de filtrer et d'aller jusqu'à la protocolisation de manière, par contre, individuelle. Donc on peut régler par patient, on peut régler les niveaux d'alerte par patient, et ça plaît beaucoup aux médecins. C'est-à-dire que ce n'est pas un système qui est le même pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut complètement adapter la prise en charge, les tableaux de bord, les niveaux d'alerte, les scores. Et évidemment, tout ça remonte des datas. Ce qui est intéressant, c'est que ça remonte des datas aux médecins sur leurs propres patients. Et dans certains cas, s'il y a la mise en place d'une e-coord globale, ça remonte des datas qui sont agrégées, mutualisées sur l'ensemble des centres. Oncologie, évidemment, c'est un sujet qui est aussi, là aussi très intéressant. Là, je vous ai repris trois projets. Un qui est un gros projet qu'on mène avec l'Institut Curie sur la chimio orale. Donc c'est l'objectif, là aussi, c'est le patient a une app. Derrière, il y a un algorithme qui a été mis en place par les chercheurs de Curie qui a mixé les 12 ou 16 traitements de chimio orale avec les side effects et qui a créé des niveaux d'alerte qui sont pondérés. Voilà. Donc le patient, donc il y a l'ARS derrière, il y a une étude clinique qui est en place, donc on est vraiment dans un projet de recherche et l'objectif c'est après l'étude évidemment d'en faire un vrai produit qui est généralisé. Donc, il y a plusieurs centres d'oncologie nationaux qui sont prêts à l'utiliser. Ça c'est quelques screens de, vous voyez l'appli chimio, donc le patient utilise des effets, il peut les localiser de manière assez simple sur les problèmes dermato ou autres. Et en fonction, on a des niveaux d'alerte. C'est des alertes pour lui qui lui amènent des recommandations instantanées sur ce qu'il est bon de faire dans ce cas d'alerte. On est là aussi dans de la télémédecine, hein, c'est un dispositif médical et qui va déclencher des alertes chez les soignants pour prendre en charge à distance le patient. Alors, un autre projet qui est là aussi co-construit avec un autre hôpital, l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Enfin, j'ai pris des exemples plus français ici. L'idée, c'est la réhabilitation pré et post. Donc on est en chirurgie carcino et le sujet, c'est les patients fragiles. Donc patients, voilà. L'idée, c'est de mieux les préparer à la chirurgie et de démontrer que si on prépare mieux, donc vous allez voir avant, mieux traquer l'anémie, enfin les problèmes qui sont nutrition, préparation physique, enfin toute la préparation, voire psychologique évidemment du patient pour qu'il appréhende mieux l'opération en espérant pouvoir démontrer ensuite qu'évidemment on va gagner en qualité et en jour d'hospitalisation. Donc là, à chaque fois, c'est un projet, ça c'est le chef de service d'anesthésie de Saint-Joseph qui un jour est venu me voir avec cette idée. Et puis on a co-construit un programme, on a trouvé des financements et puis maintenant on est en phase pilote. Donc voilà, j'ai mis juste quelques exemples où après certains tests, on a le profil du patient, de la patiente et qui détecte certains niveaux pour lesquels l'équipe clinique va essayer soit de déplacer l'opération pour mieux préparer le patient, soit de compenser. Et le patient et sa famille, là aussi, ont des petits outils qui vont l'aider au quotidien. Donc ça peut être fait dans l'hôpital, mais là c'est plutôt accompagné par les équipes d'infirmiers. Voilà. Ça, c'est un projet qu'on a construit avec l'Imperial College. C'est aussi de la chirurgie. Alors là, c'est chirurgie de l'œsophage, enfin en cancer, donc quelque chose de très spécial. Il n'y a pas beaucoup de patients, heureusement, qui ont ce problème. Mais là, ce qui est intéressant aussi, c'était plutôt dans la méthodologie de construction. Bon, les Anglais, hein, c'est qu'on a eu, je crois, 10 meetings de design thinking. C'est-à-dire qu'on a eu des meetings avec des patients, avec des psychologues, avec des chirurgiens, avec des éthiciens, voilà, pour co-construire le programme. Donc ça veut dire que c'est lourd, mais a priori c'est nécessaire pour arriver. Et ça ne veut pas dire que le programme va être bien à la V1. Peut-être qu'il sera bien qu'à la V5, mais en tout cas, on a peut-être plus de chances qu'il soit bien à la V1 si on a réussi à regrouper pas mal de gens. Et les patients eux-mêmes, évidemment. C'est souvent, on regroupe plutôt des médecins. Et là, vraiment, il y a eu cette méthodologie pour écrire un parcours. Hein. C'est le sujet. Donc là, on est vraiment dans le parcours. Et à J2, le patient a des choses à faire, sa famille a des choses à faire, et les médecins ont des choses à faire dans soit la préparation, soit le suivi.
Alors au passage, vous voyez que donc chez nous, il y a des designers, hein, on est une sorte d'agence de design qui est intégrée, donc on design des petits personnages, on les teste aussi, est-ce que ça vous va, est-ce que c'est stigmatisant, est-ce que au contraire ça représente bien la patiente moyenne. Alors c'est délicat des fois parce qu'on a des maladies où on ne peut pas faire un grand-père et en même temps un jeune, donc c'est plus compliqué. Et puis on peut faire évidemment aussi de la vidéo, des dessins animés, voilà, et là aussi il y a de la gamification qui est mise en place. Alors là, quelques exemples de maladies chroniques. Je ne sais pas où j'en suis, au niveau du temps. Encore un petit peu. Il faut que j'accélère. Donc là, c'est un programme qui est soutenu par un gros industriel pharma qui nous a commandé une plateforme pour appuyer le lancement d'un nouveau traitement auto-immune. On est en maladie de Crohn. Donc l'objectif, et donc on a mis 6 mois à développer la première partie du programme, le programme patient et la plateforme pour les pros. Ça c'est juste il y a des outils connectés, il y a un outil connecté qui vient d'une start-up finlandaise qui recueille les selles des patients et transmet automatiquement, ça s'appelle du test rapide, hein, c'est des point of care. Vous voyez, c'est très 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 spécifique. C'est juste pour vous montrer qu'il y a maintenant dans chaque discipline en même temps de l'innovation autour des outils connectés. C'est vraiment... et nous, on les intègre, hein, on est un intégrateur. Et là, on vient de commencer le déploiement dans 5 pays, pas la France, mais 5 pays d'Europe. Donc on va être sur, je pense assez rapidement, en 2019, certainement entre 2005 et 5000 patients, avant de rentrer dans une phase de généralisation. Bon, c'est toujours austère de voir des copies d'écran, mais voilà. Alors quelque chose d'un petit peu plus, peut-être plus sympa, c'est la spondylarthrite ankylosante. Là, c'est un programme qu'on a co-construit avec des patients et des médecins, des chercheurs. Donc c'est les médecins, c'est Maxime Réban qui est le chef de service d'Ambroise Paré à Boulogne. C'est une unité INSERM qui travaille sur des biomarqueurs, c'est des associations de patients. Et l'idée c'était de créer c'est toujours, sauf qu'on a 1500 patients je crois maintenant, c'est de créer une cohorte de patients qui vont utiliser tous les jours un outil pour tester il y a des scores, le BASDAI, le BASFI, enfin c'est des scores notamment de douleur, enfin de déclenchement de crise. Et au passage, avoir des formes de discussion avec des patients experts, avoir des fiches d'éducation, voir des films, avoir des chats avec des médecins une fois par mois via la plateforme pour pouvoir poser des questions à des médecins du comité. Il y a un comité scientifique qui est derrière cela. Et l'objectif, c'est évidemment de créer une e-cohorte au passage et on a commencé notre première étude. Donc il y a une première étude qui est, quand je dis étude, là c'est étude observationnelle vie réelle. Hein. Des fois ça déclenche des vraies études, comité d'éthique, et des fois ça déclenche entre guillemets des petits observatoires qui sont pas encore forcément enregistrés. Ça c'est un hôpital hollandais, c'est l'hôpital d'Eindhoven qui a commencé avec nous il y a 4 ans. Donc c'est notre premier vrai client. C'est l'hôpital qui nous achète la solution. Et là, c'est la gestion de l'obésité et de la chirurgie bariatrique. Gros enjeu sur la sélection des patients et surtout sur le suivi des patients. On entend beaucoup parler en ce moment sur les médias, y compris français, avec les aspects qui sont à la fois cliniques, sociologiques et psychologiques. Je pense à la gestion de l'obésité, il y a des gros enjeux, y compris si on s'est fait opérer et qu'on repart tout seul dans sa famille. Voilà. Donc on a là un hôpital qui nous a commandé un programme sur mesure qui est perfectible. Donc depuis, on a d'autres hôpitaux, on a une quinzaine d'hôpitaux belges, français, qui utilisent ou cette solution ou une autre. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont 4000 patients. Et que là aussi, on commence à avoir des études randomisées à la sortie en fonction des stratifications, des patients qui partent avec un programme, des patients qui partent avec un programme et certains outils connectés, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme scénario et comme outil qui va permettre de publier donc un nouveau mode de prise en charge du patient obèse. Alors ici, c'est la même chose, c'est juste, ça vous montre des écrans. Donc là, évidemment, c'est le poids, la pression artérielle et l'actimétrie qui est suivie. Alors après, des choses qui sont un peu plus éloignées, là on est dans l'aigu.
mais c'est la prothèse de hanche, la prothèse de genou, ou le parcours patient, on a quelque chose qui est plus personnalisé dans l'accueil du patient. On suit sa nutrition, son tabac, enfin des critères comme ça à travers une app. Là, on a une trentaine, il y a des scores aussi, le HOOS. Et là, on a, je crois, 30 ou 40 centres européens qui utilisent ce système maintenant. Je vais assez vite. Vous voyez qu'il y a des évaluations de chaîne de douleur. Alors, il y a des ergonomies qui sont différentes. C'est à la fois toujours pareil et différent. Et dans l'ergonomie, et dans le design, et dans ce qu'on peut tester, vous retrouvez quand même des champs fonctionnels. Voilà, là c'est des petits dessins animés qui aident à la réadaptation et qui permettent aux patients de mieux récupérer de la messagerie. Et le pro, il suit l'adhérence, il suit des marqueurs, il suit des critères. Voilà. La même chose en chirurgie bariatrique. Ce qui est intéressant en parcours de soins, c'est qu'on commence à tester les parcours ambulatoires. C'est un sujet qui est évidemment là aussi très d'actualité. Ça, on le teste à Cochin, on le teste à l'hôpital d'Argenteuil, on le teste à Curie aussi, dans une autre discipline, sur des sujets différents. L'oncologie, la chirurgie, la cardiologie interventionnelle. C'est en gros remplacer l'appel la veille et du lendemain qui sont obligatoires. Et donc là, l'objectif, c'est de montrer de la performance, c'est aider les équipes médicales à gagner du temps, entre guillemets, et en plus d'avoir un outil qui trace complètement si le patient il a bien compris ce qu'on lui a dit ou pas, puisqu'il y a un consentement et qu'il y a une traçabilité de ce qu'on dit. Donc en même temps, c'est une protection en quelque sorte pour l'équipe médicale. Voilà, et puis, donc ça c'est la même chose. Et puis je reviens à un programme qui est un peu plus sympa, entre guillemets, parce qu'il touche les enfants. Et ça, ce qu'on fait avec un partenariat avec des chercheurs de l'université de Sydney et de Nouvelle-Calédonie, donc il y a quand même un peu de français, c'est des chercheurs qui sont des grands spécialistes de l'activité physique, l'actimétrie. Et donc là, on a lancé un programme qu'on a déployé depuis 2 ans en collège, dans des collèges de Nouvelle-Calédonie et d'Australie. Et puis là, on attaque maintenant alors c'est plutôt des pré-ados, enfin c'est des enfants autour de 10-12 ans, et donc qui ont l'habitude d'utiliser des smartphones, là il n'y a pas de souci. Et l'objectif évidemment maintenant avec des patients malades, notamment des enfants qui ont des cancers, c'est de suivre aussi là leur reprise et éviter des complications. Donc là, vous voyez, on est dans un environnement beaucoup plus ludique. C'est pour vous montrer aussi qui va mêler pour autant. Alors là, ce qu'on utilise, c'est... J'ai amené quelques... Alors là, ce qu'on utilise, c'est un actimètre. Alors, c'est pas Fitbit. C'est Misfit, c'est une autre marque. Il a un intérêt par contre, c'est qu'on ne voit rien. Donc c'est une sorte de mouchard. Donc le jeune, on l'utilise dans d'autres programmes. Il l'a au poignet pendant un certain temps, mais par contre il ne voit pas. Et par contre on peut suivre complètement son sommeil, son activité, donc il a un intérêt. Ce n'est pas un dispositif médical, ça c'est un outil du grand public, entre guillemets. Hein. Ça coûte 100 €, enfin ce genre de, ou je sais pas, peut-être un peu moins. Voilà. Par contre, de plus en plus, bon, là après je vais parler de ça parce que c'est important je pense pour vous parce que ça fait le lien entre la difficulté, c'est qu'on est avec ce qu'on appelle les outils connectés ou la santé digitale, on est entre le grand public, le wellness, une balance qu'on peut acheter à la Fnac, ça on peut l'acheter sur Amazon en gros, et le monde de la santé. Le monde du dispositif médical, du pacemaker, du défibrillateur implantable, enfin, qui sont des outils connectés, qu'on interface nous aussi dans des programmes de cardiologie. Voilà. Et en fait, on est en train de vivre un virage. Enfin, moi, depuis 8 ans, je suis ça. Et on est en train de vivre un virage. C'est en train de vraiment avoir maintenant des gens qui font des outils connectés, mais qui vont vers une certification pour en faire vraiment des outils médicaux. Alors, ça passe, je vous entendais parler de patch tout à l'heure. Donc, on commence à intégrer des patchs. Là, c'est comme un pansement. Hein. Enfin, là, il a un boîtier, on en a différents, qui peut suivre, ça remplace le holter.
Donc on suit, voilà, on va avoir bientôt 3 pistes ECG, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température de la peau, l'actimétrie. Alors il n'y a pas la sudation sur celui-là, je connais un autre projet où il y a de la sudation aussi. Et voilà, enfin tout ce qu'on peut évidemment appréhender comme ça en mobilité, bah alors on teste, hein. C'est pas facile, on a fait un test sur des patients obèses par exemple, bah, on avait un problème d'adhésif, alors c'était pas un problème de connexion, donc il y a du boulot pour faire un truc qui va être... et puis une certification pour fait que le CG qui passe de là, si on déclenche je sais pas, une fibrillation, enfin un signal comme ça, bah, il est détecté là, on le passe dans notre plateforme, on l'envoie à une structure, il faut que ça soit sûr tout ça. Parce qu'il y a des dangers. On est vraiment dans du dispositif médical. Voilà, alors après, des choses qui sont plus connues, ça c'est des tensiomètres connectés, mais qui commencent à rentrer, que les patients utilisent. Évidemment, l'intérêt dans la gestion de l'hypertension en vie réelle, bah, c'est qu'on a la vraie mesure. Alors si elle est moyennée 3 fois par jour, suivant les trucs, bah on arrive vraiment à contrôler l'hypertension. Puis ce qui est intéressant, ça par exemple, c'est une start-up française qui est à Caen. C'est des ingénieurs qui travaillent sur de l'actimétrie. Alors c'est de l'électronique, hein, c'est de la microélectronique. Mais l'intérêt avec eux, sur des projets qui peuvent être plus des projets de recherche, ouais, c'est ça, hein. Donc ils cherchent aussi le moyen de le mettre, je sais pas, comme un bijou. Enfin, il faut pas que ça soit stigmatisant aussi, hein, dans la vie du patient. Et l'intérêt d'eux, c'est qu'en plus, comme ce sont des chercheurs, bah, on peut tout récupérer. Mais il faut aller faire du sens clinique surtout. Il ne suffit pas de récupérer le nombre de pas, moyenner les pas, voir s'il y a eu combien d'étages. Enfin, ça, c'est l'iWatch qui fait ça ou le truc. Là, on est dans le médical. Donc, on peut, avec eux, aller plus loin. Donc là, on a franchi déjà une étape. Et puis là, il y a des gros industriels. Eux, ils s'appellent ST Microélectronique. C'est les plus gros fabricants de microélectronique, c'est les anciens de Bull et tout ça, qui sont venus me voir, c'est eux qui font ça aussi, et qui m'ont montré des protos. Mais en fait, ils font de l'électronique, mais ils ne sont pas du clinique. Ils cherchent de l'usage. Alors, ils m'ont dit ça, Frédéric, c'est un proto, oui, c'est un petit circuit qui se recharge, bah, qui marche, hein. Il y a une app, ça fonctionne. Et c'est capable de prendre, parce que j'ai entendu un peu tout à l'heure, ça prend la pollution, ça prend l'hydrométrie, ça prend la température. Donc, on est dans l'environnement du patient. On peut le matcher avec ce qui vient de Météo France, hein. Mais on est dans l'environnement du patient. Ça a un autre intérêt, c'est qu'il y a un micro. C'est-à-dire que le patient peut le faire parler. Parce que ce qu'on commence à évoquer aussi, vous savez, avec les Siri, c'est le Natural Language Processing. C'est-à-dire on fait parler les gens, on récupère de la data, entre guillemets, non formatée, mais après on met en place des règles pour aller chasser des signaux faibles dans ce qu'on collecte. Il y a un haut-parleur, c'est-à-dire qu'on peut envoyer des petites alertes. Il y a un actimètre, il y a la même chose que ça dedans. Et en fait, ces gens-là, ils venaient de me proposer ça, parce qu'ils savent que moi, je peux l'intégrer, mais on a besoin de gens comme vous pour faire l'usage, pour dire, il ne suffit pas d'avoir un capteur de pollution, un capteur de scie. Aujourd'hui, on peut faire des capteurs, on a des semelles connectées, des chaussettes, tout peut se connecter aujourd'hui. Mais il faut que ça serve. Donc voilà, c'est en termes de conclusion, qui n'est pas le modèle économique, qui est un autre sujet que je vous laisse. C'est qu'aujourd'hui, il y a des belles choses. Nous, on a la compréhension d'intégration dans mon entreprise. C'est un peu l'objet des discussions qu'on a eues avec Marion Leboyer. Et après, tout est possible, mais il faut écrire les scénarios, hein, il faut écrire le film en fait. Et ça, c'est vous qui pouvez écrire le film.